Ok, donc on va un petit peu résumer ce qu'on avait vu la dernière fois. On va faire un récapitulatif de tout ce qu'on avait vu sur la relativité galiléenne. On avait vu que lorsqu'on avait deux référentiels inertiels, l'un en mouvement par rapport à l'autre, la relativité galiléenne nous dit que les expériences physiques sont les mêmes dans les deux référentiels et les résultats des expériences aussi sont les mêmes. Donc les lois physiques sont les mêmes dans les deux référentiels. Ça c'est un point. On a aussi l'addition des vitesses. Lorsqu'on a une vitesse V, lorsqu'on lance un solide ou un objet quelconque dans un référentiel à une vitesse V, sa vitesse dans l'autre référentiel sera V plus V' avec V' la vitesse du référentiel par rapport à l'autre référentiel. Donc on a l'addition des vitesses, on a le temps qui est absolu, invariant, il n'y a pas de variation de temps. Le temps dans un référentiel est égal au temps dans l'autre référentiel. Quel que soit le point de vue, n'est-ce pas? Voilà. Donc les distances également. Lorsqu'on calcule une distance dans ce référentiel, la distance est la même dans l'autre référentiel. Donc on dit qu'ils sont des invariants. Ils ne changent pas. Donc la simultanéité est absolue. Et on sait que la loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à ma, est une loi qui fonctionne très bien, oui, dans la relativité galiléenne. Donc maintenant on va parler de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Albert Einstein est venu en disant que la vitesse de la lumière est invariante quel que soit le référentiel. Donc elle est la même quel que soit les référentiels. Alors qu'on avait vu que précédemment dans la relativité galiléenne, la vitesse elle n'est pas la même dans tous les référentiels. C'est l'addition des deux vitesses, c'est-à-dire celle du référentiel plus la vitesse de l'objet dont on calcule la vitesse. L'addition des vitesses, on additionne les vitesses. Mais alors que là, avec Albert Einstein nous dit que même si, par exemple, on rentre dans un train qui file à 200 000 mètres par seconde et que quelqu'un allume un laser à l'intérieur de ce train, la vitesse de ce laser, pour lui qui est dans le train qui file à 200 000 mètres par seconde, et pour moi qui suis arrêté dehors, est la même. Alors que si on suit logiquement d'après ce que Galilée dit, ça sera autre chose. Voilà, avec ce que Galilée dit, ça sera 200 000 plus 300 000 celle de la lumière. Oui. Donc, déjà ça c'est un problème. Ça c'est pas vraiment très intuitif. Pour nous, c'est presque illogique. C'est illogique. Oui. Pour nous, c'est presque illogique. Mais bon, c'est ce qu'Albert Einstein a dit. Et c'est l'un des fondements de la relativité restreinte. Mais Albert Einstein ne s'est pas levé du jour au lendemain comme ça à coup de tête et se dire bon voilà, la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Non. Donc il y a une raison. Voilà, il y a des raisons en fait. Il y a des raisons qui l'ont poussé à dire que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. D'abord, on va parler de Maxwell. James Maxwell. Donc Maxwell avait unifié l'électricité et le magnétisme. Il a développé 4 équations qui ont pris son nom d'ailleurs, qu'on appelle couramment les équations de Maxwell. On ne va pas rentrer dans les détails ni énoncer ces équations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces équations-là nous disent que en fait, la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Avec les équations de Maxwell. Équations de Maxwell, oui. Avec les équations de Maxwell, la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Donc la loi de Maxwell ne fonctionne pas avec la relativité galiléenne. Oui, je vois. Donc déjà, on a deux positions. Il y a la position de la relativité selon Galilée, il y a aussi Maxwell qui dit que la vitesse elle est invariante. Non, ces équations, voilà. De ces équations, on peut déduire. Oui, on peut interpréter, voilà. On peut déduire que la vitesse de la lumière est invariante dans les référentiels. Voilà. Mais il ne l'a pas explicitement dit. Ah oui. Ça, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Oui. Mais il ne l'a pas aussi dit comme ça au hasard. Donc il y avait eu Michelson et Morley qui ont fait une expérience physique. Vous pouvez trouver l'expérience sur internet, vous pouvez faire des recherches sur l'expérience de Michelson et Morley, vous allez voir. Donc l'expérience, voilà. Et l'expérience a montré que la vitesse de la lumière est invariante selon
les référentiels. Donc elle est la même dans tous les référentiels. En fait, c'était venu à propos de l'éther. À propos de l'éther, un référentiel qui était censé être un référentiel absolu. Qu'il existerait un référentiel absolu. C'est ce qu'en fait pensaient les physiciens. Maxwell, par exemple. Oui. Parce que Maxwell dit que la lumière, c'est Maxwell qui est venu et il a considéré la lumière comme une onde. Ces équations montrent que la lumière est une onde. Oui. C'est ce que ces équations montrent. Et donc avant, quand on parle d'onde, les physiciens, instinctivement, on pense instinctivement qu'il faut un milieu pour que l'onde se propage. On sait tous que quand je te parle dans les vides, tu ne vas pas m'entendre. Oui, car le son, c'est l'onde sonore. Elle se propage Voilà, parce que avec la matière. l'onde sonore Oui. ne se propage pas dans le vide. Dans le vide, c'est l'onde mécanique. Voilà, donc instinctivement, les physiciens pensaient qu'il fallait obligatoirement un milieu pour que l'onde se propage. Oui. Donc ils avaient considéré qu'il existerait un référentiel absolu appelé éther, suffisamment rigide pour que la lumière se propage à travers lui. Enfin, en tout cas, ils avaient donné ses propriétés. Ils peuvent faire des recherches là-dessus aussi. Ils ont bien énoncé ses propriétés. Donc, on pensait qu'il existait un référentiel absolu qui était l'éther. Mais l'expérience de Michelson et Morley ont prouvé que l'éther n'existe pas. Il n'y a pas un tel référentiel. Il n'existe pas. Il n'existe aucun référentiel absolu. Voilà. Il n'existe pas un référentiel absolu. Et d'ailleurs, maintenant, présentement, on le sait tous, la lumière, elle se propage, une onde électromagnétique peut se propager dans le vide. Dans le vide. Oui. Elle n'a pas forcément besoin d'un support matériel, de la matière comme le son. Voilà, comme le son. Oui. Exactement. Donc cette expérience avait prouvé que la vitesse de la lumière n'est pas, il n'y a pas de référentiel absolu. Donc la vitesse de la lumière, elle est invariante dans tous les référentiels. Elle reste invariante dans tous les référentiels. Donc c'était ça la base de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Oui, la vitesse de la lumière est invariante dans tous les référentiels. Oui. Mais en physique, on ne peut pas du jour au lendemain les connaissances qu'on avait, voilà, quelque chose de nouveau. Oui. Alors que ces équations, la relativité de Galilée et les équations de Newton, ils fonctionnaient très bien. Très bien. Oui. Il faisait et l'autre aussi, tout le monde a raison. C'est quelque chose, tout le monde a raison, mais voilà, ça peut rentrer en contradiction. Voilà, donc il fallait trouver un moyen pour réconcilier les deux. Pour que en fait la vitesse de la lumière soit invariante dans tous les référentiels et que les expériences physiques menées dans un référentiel et l'autre soient les mêmes, les lois physiques les mêmes. Oui. Voilà, donc il faut une théorie qui va réconcilier tout, qui va expliquer tout d'une seule manière. Voilà, non, oui, sans rentrer en contradiction. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Voilà, oui. Donc, maintenant, pour ça, il fallait une nouvelle transformée. Oui. Il fallait une nouvelle transformée. La transformée de Galilée, elle ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionne pas avec la relativité restreinte. Elle ne va pas fonctionner parce qu'on dit que la vitesse de la lumière est la même. Oui. Alors que avec cette transformée, la transformée de Galilée, oui, il y a une addition de vitesse. Oui. Donc là, ça ne va pas marcher. Mais il y avait Poincaré. Harry Poincaré, oui, un physicien, oui, qui avait montré en fait que les équations de Maxwell fonctionnaient très bien avec une transformée appelée la transformée de Lorentz. La transformée de Lorentz. Oui. Alors donc, Albert Einstein proposa comme transformée, cette fois-ci, au lieu de la transformée de Galilée, qu'on utilise la transformée de Lorentz. Oui. Mais celle-ci va engendrer beaucoup de conséquences. Ça ne va pas aller sans conséquences. Okay. Oui. Parce qu'il ne va plus y avoir de temps absolu. Le temps va être relatif. Ça dépend de où on voilà. soit. Ça dépend de notre position. Oui. Le temps est relatif. Les longueurs, les distances sont relatives. Voilà.
Avec Galilée, ils étaient invariants. Oui. Mais avec Einstein, ils sont relatifs. Avec Einstein, en fait, tout ceci, c'est juste une conséquence de la transformée de Lorentz. Quand on prend... On a changé la transformée de Galilée en Lorentz, donc ça a entraîné toutes ces conséquences. Toutes ces conséquences. Et le temps n'est pas absolu, les distances ne sont pas absolues, etc. Ils sont relatives. Exactement. Oui. Donc tout ceci est relatif. Quand on prend quand tu tiens dans un référentiel, quand un référentiel bouge, quand un référentiel se déplace par rapport à un autre référentiel, à des basses vitesses. À des basses vitesses, c'est-à-dire, je sais pas moi, 100 000 mètres par seconde. C'est très petit par rapport à la lumière. À la lumière, oui. Oui. Par exemple, quand tu fais la 1000, 5000, 10 000 mètres par seconde, c'est des vitesses relativement basses. Par rapport à la lumière. Par rapport à la lumière. Oui. Même si pour nous, c'est des très grandes vitesses en fait. Oui. Oui. Donc, si un référentiel est en mouvement relatif par rapport à un autre, est en mouvement par rapport à un autre référentiel, avec 1000, 2000, 10 000 mètres par seconde, vous allez voir que même en utilisant la transformée de Lorentz, le résultat est quasiment le même que la transformée de Galilée. Oui. En utilisant l'autre transformée de Lorentz pour des faibles vitesses même, ça s'approche. Ça s'approche. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le facteur de Lorentz gamma. Facteur de Lorentz. Gamma. Oui. Et à basse vitesse, gamma il est presque égal à 1000 mètres par seconde, il est presque égal à 1,00005. Alors que tu vas trouver que T' c'est gamma T. Ou bien la longueur c'est L sur gamma. Quand tu appliques la transformée de Lorentz. Donc, à basse vitesse, que ce soit la transformée de Lorentz ou la transformée de Galilée, les résultats sont les mêmes. Les calculs donnent les mêmes résultats. Donc c'est bon, tout fonctionne. Bon, oui, donc on utilise celle de Lorentz, oui, voilà. Pour continuer avec. Pour continuer avec. Donc c'est la même chose, ça donne la même chose à basse vitesse. Oui. Donc au lieu de... C'est pourquoi on utilise généralement la transformée de Lorentz lorsqu'on est à des grandes vitesses en fait. La transformée de Lorentz. Oui. Parce qu'on ne peut pas utiliser... On peut l'utiliser, mais pourquoi c'est compliqué? La formule elle est un peu plus complexe que l'autre et ça demande plusieurs calculs par rapport à la transformée de Galilée qui est toute simple. Alors pourquoi l'utiliser à basse vitesse alors que les résultats c'est les mêmes? C'est les mêmes. Au lieu de me casser la tête à utiliser la transformée de Lorentz, je vais juste utiliser celle de Galilée et ça me donne le même résultat. Ça me donne quasiment le même résultat, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de la transformée de Lorentz. Donc c'est à partir des grandes vitesses, quand tu commences à filer à 200 000 mètres par seconde, 150, et là, c'est là on va commencer à avoir des différences flagrantes. Lorsqu'un événement se passe dans un référentiel, le référentiel est en mouvement par rapport à un autre référentiel, à des très grandes vitesses. Je ne sais pas moi, 150 000, 200 000 mètres par seconde. Si un événement se passe là-bas, si dans ce référentiel, les temps mis par cet événement, je ne sais pas moi, est T, tu vas trouver que T' dans l'autre référentiel, elle est différente de T. Par exemple, si ça a duré, si tu jettes une bille dans ton référentiel, toi ton référentiel file à plus de 200 000 mètres par seconde, ou bien 150 000 mètres par seconde. Je vois. Un référentiel relatif. Voilà. Par rapport à un autre. Voilà. Si toi, par exemple, prenons par exemple le cas des vaisseaux, comme on ne connaît rien qui file à plus de 150 000 mètres par seconde. Prenons des vaisseaux. Tu es dans un vaisseau qui se déplace à 150 000 mètres par seconde par rapport à moi. Tu jettes une bille dans ta vaisseau. Cette bille met 2 ou 3 secondes avant de tomber. Mais chez moi, supposons que chez toi elle fasse 3 secondes avant de tomber. Si moi je recalcule le temps mis par la bille avant de tomber dans ton référentiel, dans le mien,
je vais trouver que le temps, c'est pas égal à 3 secondes. Elle n'a pas mis 3 secondes, elle a mis plus de 3 secondes. Plus de 3 secondes. Oui. Elle a mis plus que 3 secondes. Donc, la vitesse, si elle est très importante, donc elle influence le temps. Le temps, oui. Le temps devient relatif. Relatif, ça dépend de où on soit. Là, on parle plus de simultanéité. Oui, je peux dire présentement, je peux dire qu'est-ce qui se passe à cet instant précis dans la chambre, dans la pièce à côté. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec, je sais pas moi, le Curiosity 1 qui est un astéroïde Non, le Curiosity 1, le robot de la NASA qui a été envoyé, qui se trouve presque à la sortie de notre système solaire. Oui. Mais là, ça dépend. Pour qui? Ça dépend à l'instant T pour qui? Pour qui? Pour Parce nous, qu'il n'y a plus de simultanéité. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe là-bas exactement maintenant. Non. Parce que mon maintenant, c'est pas son maintenant à lui. Voilà. Ça, je vois. Exactement. Donc là, on parle plus de simultanéité. Donc la simultanéité n'existe plus dans la relativité, n'existe pas dans la relativité générale restreinte. Il n'y a pas de simultanéité et les longueurs sont relatives. Oui, ça dépend eux aussi. Et aussi, si dans ton vaisseau, tu mesures tu trouves que ça mesure, tu trouves que tu prends, je sais pas, n'importe quoi, un bic ou quelque chose. Oui. Si toi tu trouves que la longueur fait 1 mètre, 1 mètre, oui. Si moi je calcule la longueur, je trouverais que ça vaut pas 1 mètre. Alors finalement, on a l'habitude d'entendre que la vitesse raccourcit les objets. Ah oui, oui. On entend ça. Mais il faut savoir que réellement, il n'y a rien qui se raccourcit. Physiquement, l'objet n'est pas raccourci. Oui, voilà. C'est l'observateur qui voit cela. Voilà. Physiquement, l'objet n'est pas raccourci. Oui. Et le temps aussi, il n'est pas absolu. Les distances ne sont pas absolues. Tout est relatif. Les distances sont relatives dans la relativité restreinte. Les longueurs sont... Le temps est relatif. Mais la vitesse de la lumière reste invariante. Elle est l'invariante. Reste invariante. Que soit le référentiel. On a les expériences quand les expériences physiques sont les mêmes. C'est normal. Les lois physiques, pareil dans les deux référentiels. Quel que soit le référentiel. Mais seulement certaines lois ne fonctionnent plus. Là, la loi de Newton, elle est plus fonctionnelle. Pour les grandes vitesses. Pour la relativité restreinte. Pour la relativité restreinte. Elle n'est pas fonctionnelle. Alors là, on a trouvé une variante, mais avec des puissances. On a trouvé une variante, mais avec des puissances. Mais c'est juste une variante, parce que F égale à MA tout court, ça ne fonctionne pas. Donc on a trouvé une variante, voilà, qui fonctionne elle. Et voilà, c'est tout pour la relativité restreinte. Donc, quand on entend toutes ces phrases qui nous disent que, ouais, avec une grande vitesse, les distances, les longueurs se rétrécissent, ou le temps se dilate. Ou bien on peut voyager dans le temps. Non. Ça, non, on n'a jamais dit ça. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu. Non, ça c'est de la fiction. Ça c'est de la fiction. Revenons-en à la science. Donc tout ça là, c'est juste question d'observable. Il faut pas trop se casser la tête à essayer de comprendre ces trucs là comme si c'était voilà un fait absolu qui est là. Non, tout dépend de l'observateur. Le temps, il faut qu'on se mette dans la tête que le temps il n'est pas absolu. C'est pas parce que pour moi il s'est écoulé 10 minutes que pour toi il s'est écoulé 10 minutes. Ça dépend de l'observateur. Si pour moi il s'est écoulé 10 minutes, restreinte, voilà. C'est plus que pour certains ça fait 1 heure de temps. 1 heure de temps. Donc le temps n'est pas absolu, c'est relatif. Donc la question de simultanéité également, elle n'existe plus. Elle disparaît. Elle n'existe plus. Les longueurs sont relatives. D'ailleurs, un exemple de cela, c'est que même si tu n'es pas à grande vitesse, si tu t'arrêtes, tu me vois au loin, tu as l'impression que
Ta taille, on dirait. Voilà. Mais tu sais très bien que physiquement, c'est pas ça ma taille. Oui, c'est pas ça. Oui. Voilà, donc c'est pareil en relativité restreinte. Donc c'est l'observateur. Voilà, c'est juste l'observateur, voilà. Qui voit que les distances sont rétrécies. C'est rétréci. Sinon, en réalité. En réalité, l'état physique ne change pas. Physique, oui, voilà, non, oui. il ne change pas. Un mètre, c'est un mètre. Un mètre, oui. Un mètre ici, c'est un mètre là-bas. Mais seulement selon l'observateur, ça va changer. Ça va se modifier. Oui. Ça va s'altérer. Exactement. Ok, merci beaucoup, monsieur Mamadou. Ok, merci aussi d'être ici, de répondre à l'invitation et de nous expliquer à quelque chose tout bien les idées à la base de la relativité restreinte. Voilà, merci. Donc, merci, on se dit pour la prochaine fois. Oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.